Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Bonjour Julien. Bonjour. Salut Julien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Tipping Point. Et on est hyper heureux en plus parce que ce matin, on fête les 2 ans. On enregistre en fait les 2 ans du podcast. Donc c'est symbolique pour nous. Bon anniversaire. Ouais. Tu es le directeur général de l'association Bleu Blanc Zèbre. Alors, c'est une association qui a été créée en 2014, si je ne dis pas de bêtises, et qui s'attaque aux problématiques sociales et environnementales en réunissant, labellisant, mettant en valeur d'autres acteurs présents sur le territoire national qui œuvrent parfois sans se connaître à des causes communes ou qui œuvrent de manière complémentaire et qui auraient tout intérêt à se connaître et à faire des choses ensemble. Donc vous les mettez en relation, vous créez aussi de toutes pièces, en tout cas vous facilitez et vous soutenez des projets. Tu vas nous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Ce qui est sûr, c'est qu'on partage cette envie commune de faire rayonner des initiatives, des projets, des entreprises positives. Et dans le mot positif, c'est qui contribuent aujourd'hui pour un demain souhaitable, soutenable, harmonieux. Je ne sais pas quels sont les adjectifs que tu aimes. Nous, on dit inspirante, qui donne un peu d'espoir. Ouais. Notre fondateur disait tout simplement réenchanter la République. Voilà, donc pour réenchanter la République, c'est une belle expression. Donc on va bien sûr reparler de tout ça, mais ce qui est important aussi pour nous avec Tipping Point, tu sais, c'est vraiment de te connaître, de comprendre d'où tu viens, qui tu es, quels sont tes tipping points. Alors, si tu veux bien, on va commencer par ça. Qui es-tu, Julien ? Qui suis-je ? Oui. Moi, c'est Julien, donc j'ai 35 ans. Moi, j'aime bien ma définition de moi-même évolue au fil du temps. Mais je suis quelqu'un qui agit, qui est très énergique, très engagé dans tout ce que je fais, qui a du mal à faire la différence entre si je bosse, si je m'engage, si j'organise, si je profite. Après, si je reviens un peu sur d'où je viens, peut-être pour démarrer, moi je suis un enfant de sportif. Mes 2 parents étaient sportifs de haut niveau et donc j'ai été élevé un peu dans la culture de la performance, ce qui est un peu le contraire de ce qui me définit aujourd'hui, mais justement, et de la compétition. Et de la compétition, ouais. Absolument. Vous étiez dans quel sport ? Dans le handball. D'accord. Dans le handball, à une époque où la France avait de moins bons résultats qu'aujourd'hui, mais aussi où le sport était peut-être un peu moins répandu au début des années 70. Mais je pense qu'on se construit tous un peu soit en miroir, soit en contradiction avec ses parents et donc je pense que c'est l'un des trucs. Donc j'ai fait beaucoup de sport, mais dans la même définition que tout à l'heure, c'était du sport spectacle. J'avais la chance d'avoir les gènes pour être pas trop mauvais, mais pas l'état d'esprit pour être très fort. Et donc à chaque fois que je touchais à un sport, ça marchait bien. Et dès qu'on passait des phases de sélection où il fallait un peu écraser les autres, ça coinçait toujours, au grand désarroi de ma mère, mais en même temps, ça a permis de faire des rencontres fabuleuses et moi, c'est ce qui me nourrit et c'est peut-être comme ça que je me définis d'ailleurs. Je suis quelqu'un qui se nourrit de toutes les rencontres qu'il a. C'est peut-être une définition très humaine et naturelle, mais j'ai la chance de rencontrer beaucoup de monde au fil de l'eau. Et du coup, d'enfants de sportifs et d'une famille nombreuse, j'ai 3 grandes sœurs. Donc moi, j'avais 4 mamans à la maison.
et ça fait de moi quelqu'un d'assez féminin, peut-être. On pourra reparler de ça. J'ai eu des longs débats avec d'autres personnes que vous avez interviewées d'ailleurs là-dessus. Mais voilà, mon père a quitté le domicile quand j'avais 8 ans et du coup, j'ai vécu qu'avec des femmes à la maison pendant assez longtemps. Et du coup, je pense que ça m'a aussi beaucoup, alors non pas parce que c'était des femmes, mais le fait d'être à plusieurs et d'être le plus petit a appris à recevoir de l'attention et aussi à partager ou à être le dernier. Mais je pense que ça a beaucoup appris la culture du partage aussi d'une manière ou d'une autre. Voilà, bon, je suis parti un peu vite là dans les tours, mais en tout cas, voilà, pour moi, ça c'est un peu les racines. Voilà, je me suis retrouvé dans un cadre original que plein de monde vit, avec quand même une situation un peu compliquée. Voilà, quand mes parents sont séparés, c'était l'âge où mes sœurs allaient quitter l'école pour faire leurs études, etc. Donc je me suis retrouvé en fait dans une posture très tôt de bienveilleur pour l'énergie familiale et je pense que ça c'est mon premier tipping point. J'avais prévu d'en parler, mais voilà voilà, à 8-10 ans, en partie de devoir être autonome pour aller à l'école, pour se faire à manger, etc. En fait, pour moi, c'est un sacré ciment pour aujourd'hui de savoir se débrouiller. Et puis ça a son pendant de l'autre côté, c'est que ça m'a pas appris à parler de mes problèmes, etc. Et ça, je pense que j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais voilà, l'ouverture sur les autres et s'occuper des autres, ma passion pour ça, je pense qu'elle a commencé du coup hyper tôt. Et à cette période-là, qui est-ce qui prend soin de toi ? Parce que là, on entend que tu prends beaucoup soin des autres et du cadre familial, mais est-ce que tu as des personnes qui sont des ressources pour toi à ce moment-là ? Ou est-ce que et a posteriori, est-ce que tu en as conscience ? Ouais, j'imagine que la famille va entendre. Hein. J'étais pas quelqu'un de complètement isolé, mis à part, etc. Moi, j'ai toujours eu des parents qui s'inquiétaient de moi et qui étaient bienveillants autour de moi. J'ai mes sœurs qui étaient inquiètes et qui étaient bienveillantes autour de moi. J'avais encore la chance d'avoir 2 grands-parents où passer un peu de temps avec eux. Et puis, je pense que c'est aussi une des phases où je me suis mis à... J'ai du mal à me souvenir précisément, mais le sport, j'ai toujours fait beaucoup de sport et du coup, ça fait des cercles d'amis très variés déjà à l'époque. Hein. Peut-être que je compensais là-dedans aussi, mais là... Comme il y avait la poussée pour trouver le sport où je serais super fort et performant, en fait, voilà, je faisais du sport collectif, du sport individuel, et donc les amis, ils étaient à la maison, etc. Donc il y avait toujours une vie aussi collective, et ça, la culture de l'accueil, on me l'a, je pense, bien transmise avant ça et après ça aussi assez naturellement. Et puis ça a eu ses pendants, voilà, sur les relations à l'école, les potentiels échecs ou en tous les cas difficultés à les exprimer auprès des gens qui étaient là pour m'aider, mais quand t'as l'impression de devoir aider les gens qui sont là pour t'aider, tu te retrouves potentiellement un peu en difficulté. Et voilà, ça a bien jalonné l'époque lycée, parce qu'on est au tout début de l'histoire là. Mais l'adolescence. Comment ? L'adolescence. Ouais. Et c'est difficile pour tout le monde. En tout cas, moi, c'est pas une période facile, mais je pense que c'est une période super structurante. En tous les cas, dans mon histoire. Et peut-être ensuite, moi, je voulais être chercheur en mathématiques, parce que j'étais très fort en sciences, en maths. Et en fait, en terminale, j'étais pris en prépa, et en prépa en plus à proximité de chez ma mère en l'occurrence, et j'ai été pris dans une école en 5 ans finalement, après avoir accepté de partir en prépa, et mes parents m'ont dit la prépa c'est pour les bourrins du travail, c'est pas fait pour toi. Et donc je suis parti en province, vivre chez moi, un peu avant mes 18 ans. Donc mes parents m'ont logé dans un appart à Troyes, en Champagne-Ardenne. Il y a plein de gens qui savent pas le placer sur la carte. Et donc là, c'est un deuxième tipping point, je pense. Je sais pas si c'est des tipping points dans le sens tel que vous le dites, mais en tout cas,
c'est un shift important de se retrouver là pour le coup vraiment seul. Et dans un monde nouveau de découverte et peut-être là d'avoir l'impression d'être moins entouré et d'en être bien content par ailleurs. Et donc je rentre en école d'ingénieur et je vais accélérer un peu sinon ça va durer une plombe, mais dans mes études moi j'ai pas spécialement envie de faire des études. Ma passion c'est plutôt de m'occuper des autres. Et donc tu n'étais pas un bourrin du travail, ils avaient raison tes parents. Absolument. Et je pense que c'était un cadre aussi, c'est un établissement qui donnait beaucoup de liberté, où il n'y avait pas d'obligation d'aller en cours, et puis c'était le début de la découverte de la fiesta, quoi. Et ça, c'est quand même un truc où on apprend beaucoup de choses. Et du coup, je commence à m'investir dans le tissu associatif à ce moment-là, par une rencontre le premier jour. Un peu comme aujourd'hui dans le monde des médias, le club s'appelait Média d'ailleurs, qui faisait des courts-métrages et qui diffusait dans le grand amphi des films tous les mercredis soirs, à l'époque où il n'y avait pas de streaming et tout ça. Donc il y avait du monde qui venait pour 1 € la séance. Et hop, là, ça a été le début de l'emballement et de l'engagement un peu tout azimut, où je me suis mis au cirque, je me suis mis dans plusieurs équipes de sport de l'école, je me suis mis à organiser les soirées de l'école, je suis devenu assez responsable de la vie associative et incontournable dans la vie associative de l'école. Et voilà, bon an, mal an, pendant 3-4 ans, j'ai roulé ma bosse là-dedans, et ensuite, pour en venir au shift un peu après, qui est le début pour moi de ce que je fais aujourd'hui, j'ai découvert qu'il y avait des réseaux nationaux des étudiants structurés et organisés, syndical ou pas syndical d'ailleurs. Et du coup, très rapidement, je me suis retrouvé à la tête ou à la vice-présidence du Bureau national des élèves ingénieurs. C'est une asso nationale qui fédère plusieurs centaines d'assauts étudiantes sur tous les campus de France. Et c'est là que j'ai commencé mon dada territoire. Et je pense que là, j'ai un vrai shift à ce moment-là j'ai une intelligence des territoires et des organisations, et mon job, c'était d'aller à la rencontre des campus et de comprendre les galères des assos avec leurs administrations, avec la législation, dans leurs organisations. Et du coup, je pars en vadrouille pendant 2 ans. Je fais la tournée de tous les campus de France. J'ai visité les 214 écoles d'ingénieurs de France. Elles sont ancrées dans ma tête, ce que je vous disais tout à l'heure avant qu'on démarre. Mais quand je rencontre des gens, je les retiens, et les endroits où je les rencontre, je les retiens. Et donc ça me crée en fait au-delà de mes études techniques qui ont la chance d'ouvrir des portes professionnelles faciles, j'ai une approche territoriale à connaître le monde de l'enseignement supérieur en France assez dense et forte. Et d'opportunité en opportunité, je deviens auditeur pour le fonctionnement des écoles d'ingénieurs en France, puis en Belgique, puis en Suisse. Et ça me fait une ouverture culturelle aussi intéressante sur ces approches-là. Et j'accélère un peu. Mon stage de fin d'études, je cherche un truc qui lie mes deux sujets, mon sujet technique de formation autour du numérique et de l'informatique, et ma passion pour le monde de l'enseignement supérieur. Et donc, je me retrouve à trouver un stage dans un regroupement d'universités parisiennes. Mon chef de l'époque disait le LVMH de l'enseignement supérieur, qui a regroupé l'ENA, le SCP, l'École nationale de l'histoire de l'art, l'École française d'Extrême-Orient, des trucs, en fait, chacun dans leur domaine, c'est un peu les champions du monde. Et à l'époque, il y a une réforme qui fait que faut faire des alliances, et donc c'est l'alliance de ces trucs un peu originaux, chacun de leur côté. Donc moi, je suis sur les sujets du numérique, et c'est hyper intéressant de se rendre compte que le numérique et le monde du supérieur, c'est quand même pas trop des copains, dans le sens où c'est 2012, c'est le début des MOOC. Est-ce que ça va être la fin des amphis ? Et comment est-ce qu'on va rémunérer les profs dans cette évolution potentiellement révolutionnaire? Là, j'ouvre une toute petite parenthèse 10 ans après, parce que 2023
Ça, en tout cas, dans le milieu universitaire, ça n'a pas beaucoup progressé. Très peu. Dans les grandes écoles, pas mal. Il y a un certain nombre vraiment sur la partie plutôt universitaire. Et dans le primaire et le secondaire, très très peu. Il y a des choses intéressantes qui se passent sur la formation des enseignants, par exemple, parce que là c'est de la grande échelle. On a quand même 800 000 enseignants en formation continue dans un monde qui change, et il y a des choses super qui se passent, même si ça se voit pas suffisamment et que personne ne le met en avant, comme la plupart des choses positives. Et dans le supérieur, il y a un certain nombre de cours basiques qui ont été remplacés par des approches comme ça, de cours massifs en ligne. Et ce qui est intéressant, c'est que ça met les élèves dans des postures aussi de co-évaluation, et ça fait des liens entre les établissements. Enfin, l'aspect communautaire du numérique, il est plutôt positif et valorisé dans ce cadre-là. Et bref, je me retrouve à faire une formation complémentaire en management public, puisque je me dis que, au vu de ce que je vois dans les 15 établissements un peu stars que je vois, il y a peut-être un truc à faire pour transformer un peu le fonctionnement de tout ça. Et donc, il y a un master qui existe à Créteil, dont je fais souvent la promotion, qui s'appelle Développement et Management des universités, pour devenir directeur général des services d'université. Et donc, ça se passe hyper bien. Et là, je fais une rencontre assez folle avec une enseignante qui est l'adjointe de la directrice générale de l'enseignement supérieur en France, qui s'appelle Marie-Hélène Granier-Fauquer, qui est à la retraite et que j'ai vu très récemment, et qui a en fait 25 ans de modernisation de l'action publique en bagage. Et 4 mois après, je me retrouve devant une offre d'emploi publique pour créer une mission d'accompagnement de la stratégie des établissements d'enseignement supérieur en France, pilotée par elle. Et puis j'envoie un message à ma responsable de master, catégorie A+, 10 ans d'expérience minimum, je bosse depuis 1 an, mais ça me botte très bien. Poil dans les... poil de profil. Et voilà, ça colle pas trop, je me dis c'est un truc de haut fonctionnaire, quoi. Et en fait, là, elle me dit, mais candidater n'a jamais fait de mal à personne. Voilà. Il y a aucun gagnant au loto qui avait pas osé jouer, quoi. Je me rappelle plus l'expression, mais et donc voilà, ça se passe hyper bien. On se rend compte, j'ai une demi-heure d'entretien qui dure 2 heures. Elle saute sa pause déj. La fin de l'entretien, c'est pas clair. En fait, elle me propose plus ou moins le poste. Moi, je suis un peu stressé parce que en fait, pour la faire courte, c'est une espèce de boîte de conseil interne au ministère, où les consultants qui vont accompagner la stratégie des établissements, c'est des gens de 60 ans, des anciens présidents d'université, pour qu'ils puissent dire à un président d'université, c'est nul ce que tu fais. Et donc, l'approche par les pairs est super importante. Et donc, moi, j'ai 25 ans, et donc, manager ou piloter une équipe de gens qui ont 35 ans de plus que moi, je sors de l'entretien et je dis, j'aimerais bien voir l'un des présidents d'université pour voir l'état d'esprit, parce que en gros, si je viens pour faire des tableaux Excel, ça m'intéresse pas, et si je viens pour avoir des gens qui m'apprennent la vie, ça m'intéresse beaucoup, et en même temps, il faut que je puisse servir à quelque chose. Et bref, je passe un deuxième entretien de formalité, en fait, et ça se passe hyper bien. Et donc, pendant 2 ans et demi, je me retrouve là à toucher les ors de la République, comme on les appelle, et en ligne directe avec le cabinet ministériel. D'ailleurs, mon bureau est dans les cabinets ministériels, alors que je suis du côté de l'administration. Et c'est là que j'apprends la différence entre le gouvernement et l'État, et l'administration centrale. C'est là que j'apprends que, grosso modo, les 40 hauts fonctionnaires, chefs de département, c'est un peu des entrepreneurs, au sens de ceux que vous interviewez. Ils sont tous hyper ouverts au changement. Ils sont tous hyper experts de ce qu'ils font, et ils ont envie de changer le monde dans leur carcan administratif. Et ça, c'est une réalité aussi. Mais dans leur grande majorité, en fait, je vois des gens géniaux. Et moi, je passe ma vie en entretien d'embauche, pour reprendre peut-être le sujet d'avant, où t'arrives, t'as 25 ans, ta mission, c'est de transformer un peu les choses. Et le premier quart d'heure, il est chaud. Avec chacun. Tu dois prouver ta légitimité, être là. Voilà, exactement. Ouais. Et c'est là que mon sujet d'avoir vu tous les campus sur les territoires, en fait, la Tour d'Ivoire à Paris, elle est un peu réelle. C'est que les gens, ils ont tellement de taf qu'ils restent dans leur Tour d'Ivoire à Paris, et que du coup, ils se rendent compte que je connais mieux les territoires et le terrain qu'eux. Et donc ça, c'est une super occasion
de à la fois faire ses preuves, d'apprendre des autres et puis d'apprendre aux autres et de se sentir légitime finalement relativement vite. Et voilà, il y a un changement de ministre qui arrive 6 mois après. Qui dit nouveau ministre dit nouvelle réforme où faut dire un peu ce qu'on va faire. Et donc c'est Thierry Mandon, il sort un papier dans je sais plus quel média. Le retour de faut dégraisser le mammouth, c'est une administration lourde, etc. Et puis le soir même, je me retrouve dans le bureau de la directrice générale et on pisse un plan de transformation de l'administration centrale en 2 heures. Je fais un beau PowerPoint. Ils n'ont pas l'habitude là-bas à l'époque, peut-être un tout petit peu plus aujourd'hui, mais avec des petites abeilles qui butinent des projets qui vont les répercuter un truc un peu complètement hors cadre. Et puis le lendemain midi, on se retrouve dans le cabinet du ministre, on présente le truc et il fait banco, c'est parti. Et du coup, je me retrouve à piloter un projet de transformation, 240 fonctionnaires d'État. Comment est-ce qu'on passe d'un truc, on a 15 milliards d'euros à distribuer à 300 établissements d'enseignement supérieur à, en fait, on monte un plan stratégique où même les assistantes, elles comprennent dans quel axe stratégique de l'État elles travaillent. Du coup, hyper intéressant. Ça m'apprend à parler en milliards à l'époque, tout ça. Et parfois des milliards, c'est pas beaucoup d'argent. Et bref, on monte un grand projet de transformation qui met 12 mois à sortir avec 4 grands axes stratégiques. Je suis pas là pour présenter le sujet, mais hyper intéressant. Et surtout, c'est là que je me rends compte, à ce moment-là, au-delà de la rencontre ministre qui a peut-être été aussi un tipping point pour plein d'autres que j'ai rencontrés après, que les ministres, c'est des gens normaux, c'est des gens passionnés, c'est des gens qui ont un pouvoir limité, et c'est des humains. Et donc voilà, quand on fait des rencontres, à chaque fois c'est des rencontres assez fortes et folles et intéressantes, et il faut en tirer ce qu'il y a à en tirer sans avoir trop d'espoir. Et ça, je pense que c'est une réalité. Il y a personne qui est tout puissant en France, malgré tous les débats qu'on se donne un peu partout. Mais ça peut donner des coups d'accélérateur. Et ce sera mis en œuvre. Pardon, tu avais une question. Non, mais en fait, moi, je voulais partager un sentiment. Quand tu as décrit là, cette situation, il y a 2 trucs. C'est, OK, donc vous, je dis on, mais on est en capacité de changer en fait la trajectoire d'un ministère sur un plan qui a été fait sur un coin de table en 2 heures. Aussi brillant soit-il, aussi génial soit-il fait. Et ça me fait flipper, parce que je me dis, OK, le truc est pas réfléchi. Mais à côté de ça, je me dis, quelle agilité. Et tu vois, ça se rapproche vachement des entreprises et parfois des situations de crise qu'on peut avoir dans les entreprises. Ouais. Et donc, je suis à la fois très admiratif en me disant, mais c'est aussi génial, en fait. Tu vois, j'ai vraiment ces deux trucs qui sont là, en fait. Ouais. L'histoire du bout de table en 2 heures, moi, j'y crois beaucoup sur beaucoup de trucs. Il y a quand même un sacré paquet de décisions publiques et pas que publiques qui se passent comme ça. Ah, mais ça crée une résonance, par exemple, chez tous les entrepreneurs qui nous écoutent. C'est que combien de fois on a pu faire ça, à se retrouver un vendredi soir à 19h, à sortir le plan à 22h, et à le présenter lundi en disant, OK, c'est bon, le truc, on l'a maturé tout le week-end, et voilà ce qui se passe. Ouais. Le fameux plan stratégique à 3 ans. C'est ça. Et après, le calendrier de l'administration est ce qu'il est. Enfin, tu vois, il y a l'idée, et ensuite il y a la manière de bien expliquer que tout allait déjà dans ce sens-là, bien entendu, de remettre les carrés dans des ronds, mais de les mettre en cohérence. Et ça, c'était quand même le gros du boulot. C'était surtout un truc de comment est-ce que tout ce qu'on fait, on le met dans une dynamique de transformation qui est déjà enclenchée, mais qui n'est pas mise en cohérence dans quelque chose de politiquement affichable. Et d'ailleurs, l'enjeu n'était pas de l'afficher politiquement. Et donc oui, ça s'est mis en œuvre en grande partie, avec plein de créations de trucs qui n'ont pas spécialement coûté d'argent. Et c'est ça qui est intéressant. Mais il y avait un gros sujet sur la transformation des campus. Je reviens sur le sujet des MOOC 3 ans avant, mais la fin des amphis, machin, la fusion des établissements. En fait, aujourd'hui, il y a énormément de bâti qui est en train de au fil de l'eau de son réaménagement, qui ne se renouvelle pas de la même manière, et des dynamiques partenariales qui se lancent pour diffuser des enseignements auprès d'acteurs privés, auprès d'autres types de publics, situations de handicap qui est enfermés chez eux, machin, etc. Personnes plus seniors. Enfin, il y a plein de vertus sur la transformation des campus.
Et le chemin est encore long à parcourir, hein. J'ai un petit chiffre là-dessus, 20 millions de mètres carrés, c'est le premier patrimoine de l'État, le patrimoine bâti universitaire. Et sur les 20 millions, à l'époque, il y en avait 8 millions de fonctionnels et bien utilisés, 8 millions de inutilisés et 4 millions à réhabiliter. Et quand on commence à parler en millions de mètres carrés, les milliards, ça devient beaucoup d'argent, pour refaire le lien avec le truc de tout à l'heure. Et bref, je vais pas aller dans le détail de tous les trucs, mais pour aller à l'autre bout de l'échelle, transformer le bâti universitaire, le truc c'était optimiser les chaînes de décision et responsabiliser les gens. Et donc ça parlera à beaucoup de gens qui travaillent dans l'administration, donc peut-être pas tous vos auditeurs, mais le parapheur, c'est le truc pour faire valider et signer à tous les étages chacun des moindres petits circuits de décision dans un ministère. Bah, en fait, quand tu traînes dans le bureau des grands chefs, tous les soirs, ils ont leur pile de 2,50 m de parapheur à signer, relire, machin, etc. Et ça, c'est le meilleur truc pour faire bosser les grands chefs et les assistantes. Parce que tout passe par elles. Et donc, comment est-ce qu'on optimise le temps de tout le monde et de savoir qui peut prendre quel niveau de décision. Et ça, dans les trucs de gouvernance partagée, je crois que vous avez interviewé un certain nombre de gens là-dessus, mais il y a énormément à apprendre à l'administration là-dessus. Ouais. On était au démarrage, mais hyper intéressant, en tous les cas, pour moi, pour eux. Et donc, voilà, le temps passe. Moi, je ponds mon machin de plan de transformation. Les aléas de la vie font qu'il y a des élections en Île-de-France. Et il y a une réforme des régions. Donc, les deux sont très liés, puisque ma chef se fait débaucher par Valérie Pécresse pour construire la nouvelle politique sur les questions d'orientation, d'enseignement supérieur, de recherche et de transfert de technologie en Île-de-France, qui sont en fait des nouvelles compétences régionales. Personne n'est au courant que c'est les régions qui sont responsables de ces trucs-là. Et donc, feuille blanche. Et donc, moi, je me retrouve dans le panier à faire le couteau suisse de comment est-ce qu'on fait pour faire comprendre aux gens qu'il y a une politique régionale sur le sujet et qu'on peut amener notre pierre à l'édifice. Et donc là, je me retrouve, on est en 2016, je me retrouve avec... je suis vraiment freelance, quoi. On construit un poste pour moi. Mon bullshit job, parce que là, le nom, quand même, il colle bien avec ça, c'est Innovation Ecosystem Builder dans le milieu de l'éducation en Île-de-France. Et en fait, c'est comment est-ce que je vais repérer toutes les innovations portées par des startups, par des assos, par des profs, dans le public, dans le privé, par des établissements qui font que on arrive mieux à s'orienter au lycée, qu'on arrive mieux à faire pénétrer l'innovation pédagogique dans les établissements, qu'on a un meilleur taux de réussite en licence, qu'on a des meilleures conditions de vie étudiantes, et que le transfert de technologie ou l'investissement dans la recherche de la région a du sens pour l'originalité de la région et son rayonnement. Un truc un peu transversal, comme j'adore. Et je me retrouve évidemment dans un truc biscornu, puisque on résume ça, on trouve un joli acronyme qui existe encore. Le pôle Trésor, c'est le pôle qui n'a pas d'argent à la région, mais qui s'occupe de transfert, recherche, enseignement supérieur et orientation en réseau. Le en réseau est particulièrement important puisque c'est là qu'on va prendre de l'argent aux autres. Et du coup, on construit tout un plan là-dessus. Je rencontre 180 organisations en un an et on transforme ça dans un schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation que personne ne lit malheureusement, comme beaucoup de schémas qui expliquent la politique contre laquelle chacun se bat, mais en fait, elle est déjà écrite et donc c'est normal de la déployer. Ça, c'est l'un des enseignements que j'ai aussi petit à petit, c'est que les combats citoyens ne sont pas perdus d'avance, mais souvent, c'est déjà la messe est dite parce qu'ils arrivent un petit peu trop tard, quoi. Alors que je commence à basculer sur le métier d'après, mais il y a beaucoup d'endroits où on peut en discuter et laisser sa trace, quoi. Et je fais ça pendant un an. Malheureusement ou heureusement qu'un an, parce qu'il y a la suite. Et en fait, à ce moment-là, je rencontre beaucoup de monde dans le milieu de l'éducation, et notamment une personne qui est secrétaire générale du mouvement Bleu Blanc Zèbre, bouclé, qui est directrice du Centre Égalité des chances de l'ESSEC. Là, vous avez peut-être un certain nombre d'auditeurs
plus important qui est passé par l'ESSEC ou qui connaît l'ESSEC, mais pas dans le sens où moi je le connais. C'est quelqu'un qui en 2006 lance un petit projet qui s'appelle Une grande école, pourquoi pas moi, qui accompagne 80 gamins de quartiers prioritaires à se dire une grande école, pourquoi pas moi. Aujourd'hui, 15 ans après, un peu plus, c'est 80 000 gamins par an qui sont accompagnés par ce dispositif dans toutes les académies de France et outre-mer, et du coup c'est les prémices de quelque chose de génial. Et nous à la région justement, ça faisait partie des éléments qu'on avait vus quand il y a une innovation intéressante. Comment est-ce qu'on met un coup de pouce pour la faire accélérer là où il n'y a pas déjà 50 personnes qui vont soutenir financièrement. Le pendant de l'autre côté, c'est est-ce qu'on va financer une chaire sociologie du CNRS qui pèse 8 milliards d'euros, sachant que nous on a 1 ou 2 millions à donner, ça fait pas la diff. En revanche, un truc comme ça, bah là on peut scaler de manière très forte, et il y a personne qui soutient ce genre de truc, quoi. Et donc elle, Chantal Lardelet, rencontre géniale, et elle poste sur LinkedIn un jour, le mouvement Bleu Blanc Zèbre crée un poste de DG. Et là, je vois la fiche de poste et je me dis, je ferais bien ça dans 3-4 ans. C'est quand même un truc un peu connu et un peu mouse. Et puis moi, je suis serein, je suis libre dans mon agenda, etc. Je découvre encore plein de trucs. Et en même temps, j'ai toutes l'emmerde de l'administration, le calendrier. Moi, je suis toujours sur 200 projets en même temps, heureusement, parce que dans l'administration, faut pas être pressé pour les prises de décision. Et du coup, en fait, j'envoie un message un peu long qui s'appelle Vif intérêt pour le mouvement. Et en fait, on échange par téléphone. J'apprends qu'il y a des tas et des tas de candidatures sur le truc avec des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Et moi, je suis pas candidat, en fait. J'ai envie d'en savoir plus parce que j'imagine peut-être faire ce genre de métier plus tard. Et puis, en fait, 3 mois après, là, ça fait partie des tips, peut-être aussi dans les différentes émissions que j'ai pu entendre chez vous, mais j'en parle aux gens qui me connaissent vraiment et qui ont travaillé avec moi. J'envoie la fiche de poste. J'en ai 2-3 qui me disent « C'est toi qui l'écris ». Il y a un terme dedans qui est particulièrement important, je la ressors jamais, donc c'est de mémoire, mais polyglotte, administration, start-up, association. Ça me parle. Il y a du challenge. Et en fait, on me dit, j'ai 2 arguments qui me convainquent. Le premier, c'est un pote, Guillaume Perrin, il s'appelle, qui bosse dans... J'ai beaucoup d'acronymes, j'essaie de vous prémunir de ça. Il bosse à la FNCCR, la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies. C'est quelqu'un que j'ai rencontré qui était président du Bureau National des Élèves Ingénieurs avec moi quelques années auparavant. Il me dit, en fait, t'y vas, dans le pire des cas, ça marche pas, ça se gomme. Dans le meilleur des cas, ça fait une belle histoire à raconter. L'argument qui me convainc qui va dans ce sens-là, c'est que je passe un entretien du coup avec le board et ils me disent il y a 4 mois de trésor, donc en fait tu viens, faut que tu trouves des thunes vite, sinon ça ferme. Et en fait ça me plaît parce que de se dire tu prends un truc à 4-5 ans dont t'as entendu parler de loin et dont il y a du monde qui a entendu parler, en fait si ça se casse la gueule c'est pas de ta faute, puis si ça démarre c'est un peu grâce à toi. Et donc ça me convainc bien. Et il y a un sujet sociétal qui me convainc, c'est qu'on est en 2017, avant les élections présidentielles, et on a quand même alors aujourd'hui, avec le recul, évidemment, on prend pas le truc de la même manière, mais à l'époque, dans le contexte, on a un candidat à la présidentielle qui est plutôt bien parti pour que ça passe, et qui dit, il faut renouveler le paysage politique, il faut donner beaucoup plus de place à la société civile, c'est un peu le grand chambardement. Et là, moi, je me dis, si le truc se casse pas la gueule et marche, c'est un peu grâce à moi. Et si ça marche, on a quand même potentiellement un gouvernement qui a envie de s'inspirer des trucs portés par les citoyens. Et donc, va peut-être y avoir un truc sympa à faire. Je sais pas à quelle échelle, je sais pas comment. Et le dernier élément, mais ça, j'avais pas besoin d'en parler autour de moi pour être convaincu, c'est que chez Bleu Blanc Zèbre, ça fédère et ça repère et ça met en connexion les gens qui ont un peu abandonné
de croire que c'est le système qui va se résoudre tout seul et qu'on portait des belles initiatives par eux-mêmes et qu'on réussit à faire la preuve que ça pouvait marcher. Mais que si ça inspire le système demain, c'est quand même vachement cool. Et donc, moi, je me dis, là, le potentiel de traduction, j'ai vu les vices et les vertus de l'administration centrale, j'ai vu les vices et les vertus des collectivités locales, je suis loin d'avoir tout vu, mais j'ai des codes que tous ces entrepreneurs sociaux, pour le coup, ils n'ont pas, donc pour leur très grande majorité. Et donc, il y a une capacité à être à ma place entre tous ces trucs géniaux que je rencontre depuis un an que dans l'éducation. Et là, ça s'adresse à tous les sujets de société. Donc, univers de curiosité sans limite. Et puis, potentielle capacité à permettre, en fait, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, à tous ces hauts fonctionnaires qui sont prêts à changer un peu les choses, d'être en contact avec les gens qui arrivent à faire ce qu'ils aimeraient faire, quoi. Et je me dis, là, il y a aussi des matchings inattendus à imaginer. Je me rends compte, ça fait sacrément longtemps que je suis en train de dire qui suis-je, mais ça montre que je n'ai pas de définition courte et de pitch. Je veux bien juste peut-être qu'avec tes mots, tu représentes rapidement l'association, parce que moi, je l'ai présentée en intro, mais pour que tout le monde comprenne bien, pour ceux qui la connaissent pas, ce que vous faites. Ouais. Donc Bleu Blanc Zèbre, depuis la création et notre perspective, c'est d'être le label des initiatives qui changent le monde à leur échelle et qui sont en capacité de se répliquer ailleurs. Ça veut dire que la belle idée sur un coin de table en 2 heures qui va changer le monde dans 10 ans, désolé, on peut pas les labelliser parce que ils ont pas fait leurs preuves depuis au moins 1 ou 2 ans, on sait pas combien de gens ça aide et surtout, on sait pas si ça marche sur les territoires et encore moins sur un deuxième au moins territoire. Ça, c'est la promesse qu'on tient, c'est que toutes les initiatives qui sont labellisées chez nous, instant promo, vous pouvez aller voir sur le site de Bleu Blanc Zèbre, c'est des actions qui ont déjà fait leurs preuves, qui sont robustes et qui savent se déployer ailleurs. L'une des caractéristiques originales, c'est que le bien commun, l'intérêt général, n'est pas le truc des assos. Chez nous, il y a des assos, il y a des entreprises, il y a des fondations, il y a des collectifs citoyens qui n'ont pas de statut juridique, mais ils cochent tous les différentes cases du label. C'est des choses qui marchent, qui savent se déployer sur d'autres territoires, qui sont non marchands, qui sont laïques, qui sont apartisans. Enfin, on fait très attention à tout ça. Et puis, donc, ce label, il est décerné pour une durée limitée, parce que les actions changent, se développent sur de nouveaux territoires, donc c'est important de pouvoir suivre et parfois le voir entre guillemets et de se dire on n'est pas à l'abri d'une initiative belle qui coche toutes les cases, qui shift et c'est très bien, mais du coup qui cocherait peut-être plus les critères. Notre deuxième axe, c'est que nous on veut être le tiers de confiance des élus locaux. C'est l'originalité de notre positionnement, c'est que on croit beaucoup dans les politiques et même les politiciens, le plus local possible quand même, parce que c'est les gens qui sont à portée de baffe, ce qu'on dit tout le temps. Donc les citoyens, ils grognent auprès d'eux sur leurs problèmes du quotidien, et eux, ils sont un peu obligés de leur répondre, parce que c'est malheureusement ou heureusement parfois un peu facile de passer dans les médias, à la télé, quand on est face à ces électeurs, il faut bien leur donner des réponses d'une manière ou d'une autre, sinon on est sanctionné à moyen terme, voire à court terme. Et donc l'idée de Bleu Blanc Zèbre, c'est vous êtes un élu local, on vous dit il y a tel problème depuis 3 plombes près de chez moi, en fait regardez, il y a déjà ces 10, 20, 50 acteurs qui ont réussi à résoudre ce truc-là localement près de chez eux, qui ont la méthode, qui sont prêts, moyennant un peu de pognon, à se déployer chez vous, ou qui sont prêts, moyennant rien du tout, à former une structure locale à faire la même chose. Et donc ça c'est vraiment la volonté, et ça c'est l'ADN initial de notre fondateur aussi, c'est que les maires, c'est des entrepreneurs sociaux aussi à leur manière, et ils sont là pour résoudre les problèmes des gens à proximité de chez eux. Et donc, le label en 1, l'intermédiaire de confiance pour les décideurs locaux. Et 3, c'est de venir être convaincu que c'est en coopérant, en faisant coopérer les acteurs, qu'on arrive à résoudre durablement les choses. Et donc là, on monte jusque-là, on dit qu'il y a des gens qui font des trucs bien et on les met en relation avec d'autres. Et là, on vient faire travailler les gens ensemble
encore une fois, on est toujours convaincu que tout existe, mais que tout est bien fait pour que les gens s'organisent pas ensemble. Et donc, le naturel reprenant souvent le devant. Moi, j'ai des exemples souvent dans la transition que je donne, mais c'est le mouvement citoyen de la transition au niveau local. Il a ses sujets de revendication et ce qu'il aimerait qu'il se passe. Le territoire, il a son document que personne ne lit, le plan climat air énergie du territoire, qui explique sa stratégie sur les différents volets de la transition au niveau local. Et les entreprises, de plus en plus, elles sont engagées dans la transition énergétique à leur niveau, soutenues fortement pour le faire, mais un certain nombre d'entre elles ont des politiques RSE engagées, voire avec les entreprises à mission, des positionnements forts d'engagement et de transformation de leur territoire, voire d'engagement de leurs salariés, qui sont aussi publiés et affichés. Et en fait, nous, plutôt que de venir se dire « Ah, il y a des revendicants qui sont pas d'accord avec les gens qui ont été élus, qui sont pas d'accord avec les acteurs du privé, qui sont quand même pas là pour faire de la transition écologique », en fait, en regardant la stratégie des uns et des autres, il y a des points de convergence. Et donc, sur ces points de convergence, comment est-ce qu'on travaille ensemble ? Parce que c'est pas en se dressant les uns contre les autres qu'on va faire société dans un monde durable face à ce qui nous attend. Donc, il faut qu'on apprenne à travailler avec des gens qui sont pas d'accord avec nous. Et donc, ça, c'est l'un des sujets qu'on traite grâce à un soutien de l'ADEME Île-de-France, un soutien d'un certain nombre de collectivités, l'engagement d'un certain nombre de mouvements citoyens, de quelques entreprises. Sur 5 territoires, on a construit un modèle de gouvernance qui met à plat la stratégie des uns et des autres et qui n'empêche pas de continuer à se faire la guéguerre ouverte, mais sur certains sujets qui sèment les germes du faire ensemble. Et donc ça, c'est le type de projet qu'on monte à Bleu-Blanc-Zèbre, c'est comment est-ce qu'on réconcilie les gens sur les problèmes nous dépassent, d'une manière ou d'une autre, à l'échelle locale. Il y a peut-être déjà toutes les ressources pour le résoudre. Et on fait la même chose sur endiguer le problème de l'illettrisme en entreprise dans l'agroalimentaire en Bretagne, trouver une alternative à l'EHPAD pour les personnes âgées encore en suffisamment bonne santé, mais en situation d'isolement dans la Somme. En fait, on se dit, il y a déjà à chaque fois tous les acteurs qui existent pour pouvoir répondre à tout ça. Et celui que je cite sur ce sujet-là à chaque fois comme tipping point, ou comme tipping rencontre, c'est Jean-Louis Borloo. J'ai eu la chance, quand je suis arrivé à Bleu-Blanc-Zèbre, je vous ai pas raconté cette phase-là, mais 4 jours après, je me retrouve face à Jean-Louis Borloo avec 20 maires de droite, 20 maires de gauche. Il faut sauver les quartiers. Je ne connaissais rien politique des quartiers prioritaires en France et tout ça. Et bref, on a pas mal travaillé ensemble. Et il m'a dit un truc. Il est intervenu au Sénat sur le sujet aussi, de dire la France meurt de sa complexité. Chaque sujet social ou environnemental en France est traité par au moins 7 acteurs publics différents. Et donc, l'approche par partie prenante est systématiquement hyper complexe. Et ça se comprend pour plein de raisons. Et les choses se sont réglementées, sécurisées, etc. Peu importe. C'est juste qu'il faut accepter que c'est jamais la faute du maire, c'est jamais la faute du gouvernement, c'est jamais la faute de personne, puisque c'est un peu la faute de tout le monde et que rien n'est bien organisé pour faire bosser tout ce monde-là ensemble. Et donc, c'est ça notre 3e axe, là. Nous, c'est de faire la preuve que, en réalité, d'une part, il y a tout qui existe, ça on l'a déjà dit. D'autre part, ça dépend de volonté politique, qu'elle soit publique ou privée, à l'échelle locale. Et 3, ça nécessite de faire un pas de côté pour accepter de travailler ensemble. T'as un exemple, Julien, de projet qui aboutit où vous avez vraiment dû mettre autour de la table beaucoup d'acteurs. Tu vois, aujourd'hui, quelque chose qui est un peu révolutionné et qui nous donne de l'espoir sur le fait que ces gens-là peuvent discuter ensemble, se mettre d'accord et créer tout. En fait, pour reprendre Coluche, nous on prend jamais le grand soir, mais en fait c'est plutôt des choses très encourageantes. Je veux dire, on a la CARSAT, les caisses de retraite de Midi-Pyrénées, qui nous ont soutenus pour se dire comment est-ce qu'on peut s'engager pour mieux vieillir en zone rurale. Vaste sujet. Là, en fait, on se rend compte que y a un sujet sur l'adaptation du logement, sur l'accès au numérique, sur l'accès à la culture, sur l'accès aux services publics, sur le lien intergénérationnel. En fait, le nombre de sujets est mouse. Et donc, on rencontre 80 initiatives sur ce sujet-là. On les split en 5 grands axes. Sur chacun de ces grands axes, on va rencontrer les institutions. Parce que nous, à chaque fois, le sujet, c'est qui on prend une approche par le public. Et donc,
quand on se dit c'est une personne âgée, isolée, qui commence à être en situation de fragilité, on n'est pas en train de parler de transition écologique, d'isolement, de famille. En fait, on traite plein de politiques publiques en même temps. Et ce qui est important, c'est que les gens ils s'y retrouvent, quoi. Et donc, on se rend compte que le sport adapté, les auxiliaires de vie, les infirmières, mais aussi les mairies dans les petits patelins, mais aussi la sortie de l'église, c'est des endroits où il y a tous ces gens qui passent, quoi. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à voir la manière dont on change le regard sur les seniors dans les villages et de se dire, ce ne sont pas des mouroirs et des gens qui sont enfermés chacun de leur côté, mais ce sont les premières ressources de l'engagement et de nos patelins. Et que si on veut être attractif touristiquement, si on veut permettre à des médecins s'installer demain, si on veut permettre à un commerce de rouvrir demain, en fait, c'est ces gens-là notre stratégie. Et donc, ça fait partie des trucs sur lesquels on a repéré une 60aine de manières de s'engager pour bien vieillir. On a fourni ça à une 60aine de mairies en Midi-Pyrénées. On a transformé ça en guide pour agir pour les personnes âgées, distribué par tous ceux que je parlais tout à l'heure, qui les voient tous les jours. Donc c'est pas moi, Bleu Blanc Zèbre, qui vais dire à Plaisance du Gers aux habitants de plus de 60 ans, voilà comment vous engagez. C'est son tiers de confiance, son boulanger, quand il y en a un encore dans le village, c'est la personne qui va passer chez lui et qui voit tous les jours. Et donc on a fait diffuser ça par les tiers de confiance. Et aujourd'hui, on a des villages accueillants qui sont en train d'accueillir des porteurs d'initiatives, des start-upers ou des jeunes en mission de service civique pour des projets de village, pour des assos locales montés par les patelins. Et en fait, ça a fait émerger des trucs absolument fabuleux dans le changement de la vie des gens, mais surtout des nouveaux modèles pour changer de regard sur la ruralité et sur les seniors. Et en fait, on a des tas et des tas d'histoires. Alors, on n'a pas encore de mesure d'impact si ils sont malades plus tôt, machin, on en a la conviction. Mais évidemment, c'est le temps qui dira si le modèle est vraiment canon. Et là, derrière, c'est les liens qu'on a en cours avec l'agenda rural, parce que tout ça est très local, comme je vous le dis. Mais l'avantage à Bleu Blanc Zèbre, entre guillemets, c'est qu'on n'a pas les portes ouvertes, mais on arrive à toquer aux bonnes portes. Il y a un conseil national de la refondation sur le bien vieillir en cours avec le ministre de l'autonomie, avec la secrétaire d'État à la ruralité, et où en fait ces dispositifs viennent nourrir la manière dont il y a des paquets de millions qui vont être annoncés, mais peut-être un petit peu sur la manière dont ils vont, j'ai pas envie d'appeler ça ruisseler, mais tomber au bon endroit de la bonne manière pour accompagner ce genre de dynamique à se distribuer. Donc c'est des prémices encourageantes, et tout ça dépend toujours de l'agenda réel, il est du quotidien pour faire émerger des trucs. L'agenda de transformation, il est toujours très politique, et c'est pour ça qu'il faut jouer sur les différents registres. Une fois que vous avez trouvé le point de convergence de toutes ces parties prenantes ou participantes, est-ce que vous arrivez à augmenter la surface d'intérêt ou de convergence pour que justement il y ait d'autres sujets connexes et les refaire travailler ensemble ? Alors ça, c'est un pari qu'on a tenu on a fait 3 ans d'expérimentation dans 15 quartiers de défiance républicaine, appelait ça notre cher ministre de l'époque, où l'État sait plus comment faire, quoi. Je vais utiliser tous les gros mots qu'ils utilisent, quoi, mais c'est le repli sur soi, le communautarisme, la défiance des services publics, etc. Et donc, dans un certain nombre d'endroits, point de vue État, donc ce n'est pas mon point de vue, ils nous disent, allez-y. Et donc, on a monté un partenariat national avec la Fédération nationale des centres sociaux et la Fédé nationale des régies de quartier, qui sont des acteurs très implantés dans les quartiers prioritaires en France, pour se dire, on va recruter des gens dont le job, c'est de faire le lien entre les gens, d'écouter leurs problèmes et de leur redonner confiance dans le fait qu'ils sont écoutés et qu'ils peuvent monter des projets locaux dans ces territoires-là. Et donc, je vais pas citer les quartiers en question, mais c'est des endroits où en fait, il y a plus de demande de subvention parce que les gens croient pas en la mairie, donc les gens s'organisent avec le commerce parallèle, machin, etc. Bref, il y a une vraie dissociation entre les pouvoirs publics
Et donc, sur 3 ans, on a monté une méthodologie sur 15 quartiers complexes et identifiés comme complexes en France. Et sur 11 d'entre eux, on a plusieurs projets qui ont émergé. Donc, ça va de la place de la femme dans l'espace public dans 2 territoires. Ça va sur la question de l'insertion professionnelle des plus de 50 ans dans un autre quartier. Ça va dans l'image du quartier par rapport à la communauté de communes ou à la commune ailleurs. Mais c'est un truc, et ça va de l'accès à la culture, mais parce que en fait, il y a les réverbères pour aller à la bibliothèque qui sont éteints à 17h ou qui sont cassés. Enfin, c'est des trucs très pratiques, et de se dire, en fait, comment est-ce qu'on met le territoire en branle pour mettre les gens d'accord, et les moyens, de prouver que les moyens, en fait, ils manquent jamais pour réagir rapidement dans ce sens-là. Et en fait, ça, on en a tiré une méthodologie pour mettre les gens d'accord. Donc, il y a 4 territoires où ça n'a pas marché. Pour moi, ça, c'est hyper rassurant. Parce qu'en fait, quand ça marche partout, c'est qu'il y a un loup. Donc, de pouvoir comprendre pourquoi ça n'a pas marché, il y a des jeux d'acteurs de partout. Et en fait, ça se transforme aujourd'hui dans une formation au changement de posture pour les délégués du préfet, les responsables, les agents municipaux qui travaillent avec le tissu local. Et ça, transmis, désolé, CNFPT, au Centre national de formation des acteurs de la fonction publique. Demain, c'est pas encore fait, donc pas d'effet d'annonce, mais il y a un vrai sujet sur le financement de la coopération dans les quartiers prioritaires en France, dans les contrats de financement entre l'État et les communes. Tous les 5 ans, l'État il dit combien il file de pognon à chaque commune, en gros, par rapport à plein de critères. D'avoir dans l'animation de ce truc-là un financement spécifique pour stimuler du travail en commun sur la méthodologie qu'on a montée dans le cadre de ce projet-là. Donc ça, c'est des choses qui sont systémiques et très encourageantes. Et pour revenir à ce que tu dis, qui comptent de la surface, parce qu'en fait, c'est les mêmes gens qui vont être concernés par l'apprentissage de la lecture des gamins, par l'apprentissage du français pour les agents de sécurité ou les femmes de ménage ou les hommes de ménage, pour que justement ils puissent aller plus loin sur l'accompagnement à la mobilité de chacun d'entre eux et du coup diversifier soit les métiers disponibles, soit améliorer les horaires de présence avec leur famille. Enfin, c'est tout plein de trucs très concrets qui en fait à chaque fois font intervenir les mêmes types d'acteurs avec un ou deux de plus, mais dans une philosophie qui a pris du temps à construire. Et ça, c'est un des trucs chez nous. On fait jamais de projet de transformation en moins de 3 ans. Et ça coûte du café, des bières, du vin, des narguilés, ça dépend des endroits, peu importe. Mais en fait, il faut que les gens qui décident, donc soit politiquement, soit qui décident parce qu'ils se mettent en action, ils arrivent à embarquer les autres. Le grand frère ou la grande sœur, ou l'enseignant passionnant, il est aussi important que le maire dans ces processus-là, mais il faut qu'ils se connaissent. Ouais. Et donc ça, c'est comment est-ce que tu crées des temps de rencontre pour que, quand il y a un problème, en fait, j'envoie un SMS, un TikTok ou machin, peu importe, ils définissent eux-mêmes leurs moyens de discuter. Mais l'alerte, elle est donnée et elle est résolue en 5 minutes. C'est pas, je vais faire un courrier, une tribune au machin, où je vais avoir un rendez-vous dans 2 mois où il y a tout le monde qui va regarder. Il y a aucune chance que ça se passe bien. Et donc, comment est-ce qu'on installe comme ça, progressivement, de la confiance entre des gens qui s'engagent tous dans le même sens, mais pas de la même manière, quoi. Donc, c'est un peu ça, c'est des clés à la con qui reviennent au basique, hein. Mais tout est bien fait pour que ça se passe pas naturellement comme ça, pour le moment. Et j'imagine après que vous utilisez aussi des outils de médiation, d'intelligence collective. Vous formez des facilitateurs dans l'asso ou pas? Enfin, comment est-ce que vous organisez pour pouvoir accompagner ces discussions? Carrément. Ça, c'est l'un des points sur ce dernier projet en particulier, où savoir animer une réunion, tu dis pas à un haut fonctionnaire qu'il sait pas faire. Mais en vrai, il s'en rend vite compte. Non, mais c'est que les 4 dernières circulaires et donc ça va se passer comme ça et donc annonce des nouvelles aides et tu finis ton discours et tu serres la paluche et tu dis aux 2 personnes qui viennent te voir après pour leur sujet perso, non mais vous voyez déjà tous les efforts qu'on fait, je la fais courte, bon ok, j'écoute. Et donc là, en effet, tout ce que tu dis, les méthodes, un petit brise-glace pour enlever sa casquette,
et t'enlèves peut-être en vrai ta cravate aussi et ta casquette pour le coup en fonction des publics et de se dire bon bah hop, peut-être que tu t'assois en cercle peut-être que tu t'assois en cercle ou pas, peut-être que j'ai organisé un truc ici à Lyon il y a 15 jours avec des élus et des assos. Hop, des petits trucs de voilà, c'est quoi le dernier film que t'as vu au ciné ou la dernière série que t'as regardé sur Netflix. Hop, en fait, on est des humains, là, c'est bon. On va être dans un cadre où on va travailler ensemble et que on n'est pas dans un cadre où chacun joue sa posture. Et donc sortir de sa posture, ça c'est une clé systématique. Et donc on bosse avec des réseaux de facilitateurs. Nous, on monte pas grand-chose en propre parce que vous avez compris depuis le début, à Bleu Blanc Zèbre, on a l'idée que tout existe déjà. Donc, à chaque fois qu'on a un besoin, on va chercher les gens qui savent faire. Et si on y arrive, on va chercher les moyens pour le faire ou bien on va se débrouiller pour les aider à trouver les moyens pour le faire. Mais d'une manière ou d'une autre, nous, on a peu d'expertise en propre. Et à chaque fois, on va chercher. Donc là, en ce moment, il y a un gros sujet sur les communs de la transition territoriale. En fait, on a un réseau de 8000 facilitateurs qui n'ont pas... donc, c'est un réseau informel. Je sais plus si c'est sur Facebook ou je sais plus quoi. Mais en fait, c'est des gens qui n'ont pas de modèle économique sur leur métier de facilitateur et qui sont convaincus que les facilitateurs, c'est quand même les gens qui ont un peu la réponse. Bref, vous comprenez ce que je dis. Et donc, on est en train d'essayer de voir comment est-ce qu'on arrive à rendre robuste un projet commun de financement des besoins en facilitation sur l'organisation des territoires demain. Et donc ça fait partie des trucs qui sont hyper identifiés. Il y a plein de gens qui portent cette expertise. Donc certes, c'est un métier émergent et tout, mais en vrai, nos 2 300 000, nos 5 millions de fonctionnaires, en fait, on n'est pas trop mal en capacité de faire un grand plan de formation sur ces sujets-là parce que les formateurs, on les a déjà. Ils sont diffus, ils n'ont pas de diplôme, pour un certain nombre, ils en ont, machin, mais... En vrai, il y a quand même déjà un sacré paquet de savoir-faire. Et donc, nous, ce rôle de facilitation, il est clair qu'il est nécessaire dans tous nos projets. Et là, j'ai parlé de grands trucs un peu compliqués, mais en vrai, quand on veut faire bosser 3 assos ensemble qui travaillent sur le même domaine, attention, on lève le capot, on va me piquer ma méthode, on est quand même en train de candidater à la même demande de sub. Et ça joue aussi sur des trucs aussi basiques que ça. Mais c'est quoi votre sujet? C'est de choper 2000 balles pour aider 14 gamins là, ou c'est de régler le problème du décrochage scolaire à Roubaix? Et donc, le problème vous dépasse, ok. Quand on regarde sous le capot, en fait, vous agissez pas dans les mêmes quartiers, sur les mêmes âges, de la même manière, avec les mêmes partenaires. Donc, potentiellement, c'est des mêmes financements, mais en fait, vous faites pas les trucs de la même manière. En fait, on peut peut-être aller plus loin ensemble. Et donc, moi, faire tomber des sous pour s'acheter ce temps d'apaisement, là, c'est un peu ça mon job tout le temps. Parce qu'une fois qu'il y a le temps d'apaisement, en fait, je dis pas qu'il n'y a pas de problème d'argent en France, hein, mais quand on est raccord sur un projet qu'on a envie de faire ensemble, en fait, on arrive largement à agrandir le gâteau plutôt que d'avoir des plus petites parts. Et pour faire tout ça, vous êtes combien aujourd'hui? Alors, c'est une question qui est toujours super compliquée. En salariat, nous sommes, je déteste dire nous sommes 7 ETP, donc 7 temps plein, plus 2 alternantes, plus 5-6 jeunes en mission de service civique. Et on n'a pas envie de grossir. Ça, c'est aussi un truc de... On est anti-scale changer, non pas qu'il faut pas qu'il y en ait qui le fassent, mais nous, si on grossit trop, en fait, on va piquer le pognon des gens qu'on a envie d'aider à grossir. Et donc, notre savoir-faire, faut peut-être qu'on soit 1 ou 2 de plus, mais en réalité, c'est d'adresser des nouveaux sujets et de bien bétonner notre méthodologie pour qu'il y ait d'autres gens qui arrivent à se l'approprier. Une fois qu'on a testé notre truc sur 3, 4, 5, 10 territoires, en fait, il y a des acteurs thématiques, nationaux, publics, privés, qui sont en capacité de le déployer ailleurs. Donc, ce sera jamais ça notre boulot. Et donc, on est bien comme ça. Mais ça, c'est l'équipe, entre guillemets, permanente. Après, j'ai un conseil d'administration hyper engagé, un bureau super engagé. Bleu Blanc Zèbre, c'est près de 500 structures qui sont toutes déployées sur plusieurs territoires et qui sont déjà partout. Et moi, c'est comme ça que je compte. Je viens à Lyon, en fait, on a 55 membres du réseau. La plupart se connaissent pas les uns les autres. Ils ont tous des bénévoles, des salariés, des bénéficiaires, des liens avec la métropole, avec la région, machin. Enfin, on est partout. Et donc, c'est plus comme ça que je compte. C'est que
c'est ça qui est rassurant. C'est pas de se dire on est 7 pélos à essayer d'imaginer comment est-ce qu'on réorganise la France. En fait, il y a déjà toutes les forces vives. Ensuite, c'est comment est-ce que avec l'énergie quotidienne qu'on a, on arrive à tester les choses sans créer trop d'espoir aussi. Ça, c'est un petit piège du mouvement du début. Quand il y a des grandes annonces, beaucoup de médias tout le temps et tout ça, en fait, ça crée aussi potentiellement un peu de distance entre ce qui est possible et ce qui se fait réellement. Et là, on rentre dans le milieu du politique qu'on aime un peu moins. Quelle est, toi, ta vision du monde et ta vision du futur? J'imagine que tu es quelqu'un de foncièrement optimiste, en tout cas probablement réaliste quand même, mais optimiste par ton engagement, parce que ne pas croire qu'on peut changer les choses, qu'on peut transformer la société ne donnerait pas beaucoup de sens à tout ce que tu fais aujourd'hui. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce en quoi tu crois, tu vois, et ce qui te porte? Ce qui me porte et ce qui me rassure, c'est qu'à chaque fois qu'on crée du lien entre les gens, ça fait du bien, entre les gens et les organisations. Ça fait du bien au territoire au sens large du terme, c'est-à-dire au territoire, son sol, ses habitants, la nature. Et j'ai pas une vision hyper optimiste de l'avenir du capitalisme, ce qui est plutôt pas mal, je pense, dans ce que je porte. Mais quand j'en parle, parce que du coup, comme vous l'avez compris et que vous pouvez l'imaginer, moi, je connais pas mal d'ingénieurs qui ont bien réussi leur carrière, vu que ce qui marche dans l'engagement marche aussi dans des gens qui ont pris des grandes responsabilités pendant qu'ils étaient élèves ingénieurs, mais ils ont bien réussi dans le privé aussi. Et voilà, moi je crois assez peu à la survie sans changement drastique de modèle d'un Safran, d'un Thales. Enfin voilà, et ça veut pas dire que ça va crever, mais moi ma vision c'est que s'ils veulent survivre, ils ont un sacré paquet de trucs à faire évoluer. Et donc moi, ma perception, c'est qu'il va y avoir des changements fabuleux au sens inimaginable. Et donc, c'est qu'il faut semer la manière dont on apprend à se réorganiser. Et donc, c'est ça qui me donne de l'espoir et du sens dans ce que je fais tous les jours. C'est qu'en fait, encourager et favoriser la facilité à s'adapter par du lien, par du changement de posture. Et en fait, voilà, je pense que nos modes de consommation, ils vont évoluer d'une manière ou d'une autre, par contrainte ou par envie. J'imagine malheureusement plutôt par contrainte. Notre quotidien va changer, l'organisation de nos semaines va changer, notre rapport au travail va changer. Enfin, il va y avoir des changements dans notre approche de la famille va changer, notre rapport aux aliments vont changer. Enfin, et donc, mais j'ai pas très peur de tout ça, en fait, parce que justement, ma vision, c'est que il y a du monde qui va perdre son boulot, mais que il y a tout à faire pour se réorganiser ensemble. Et donc, la révolution est peut-être en route ou en chemin plutôt, mais voilà, c'est un choix que j'ai fait, et je pense que, sans trop reprendre Matrix, mais c'est quand même, voilà, il y a une part un peu religieuse ou mystique derrière tout ça, mais c'est juste de se dire, moi je fais le choix de me dire que il y a un avenir à l'humanité, peut-être qu'il y aura moins d'humains, machin, il va y avoir des trucs horribles, mais que si on a un peu d'espoir en l'humain, il va s'adapter, et que d'être prêt à accepter ou à prendre les décisions des grands changements qui vont se dresser contre nous ou face à nous. Moi, chaque échec est une opportunité dans ma vie. Ça, je suis très étonné de pas avoir parlé de ça. Moi, quand je fais passer un entretien d'embauche, je dis aux gens, t'as une idée d'un des trucs que t'aimerais faire plus tard? Moi, perso, j'en ai plein et je sais pas ce que je vais faire demain. Déjà, ça rassure sur notamment les plus jeunes. Et deux, chez nous, à Bleu Blanc Zèbre, on a la culture de l'échec. Parce que moi, j'ai toujours appris comme ça, et du coup, de
d'appliquer des méthodes qui marchent à tous les coups, en fait, on n'apprend pas grand-chose et donc c'est dangereux. Et donc, d'apprendre au maximum de gens à foirer et à aimer ça, ça c'est un des petits combats aussi. Donc voilà, et bon, je pense que j'ai répondu à la fois à ma vision et ce qui me porte sans être dans des grands trucs qui emportent, mais voilà, c'est ma manière de m'y retrouver, quoi. Alors comment est-ce qu'on développe une culture de l'échec quand on n'aime pas trop parler de ses problèmes ou qu'on parle pas de ses problèmes? Merci de faire le lien. Je pense que c'est très lié. On va y venir sur la santé dont on avait parlé, mais moi, quand, du coup, 2010, 2011, 2012, j'ai mes mandats nationaux de représentant. Je fais la teuf tout le temps parce que c'est aussi la manière de moins en moins aujourd'hui, ça c'est rassurant, mais à l'époque, de réseauter un peu partout, dans les écoles, etc. Donc, je passe ma vie à boire des coups. À être en réunion, à bosser dans plein d'assos et à suivre mes cours à distance en parallèle. Et voilà, et en 2012, j'ai mon corps qui lâche. Et burn-out ou vraiment problème de santé? Je sais pas comment on dit out, mais en tout cas, un matin, je me lève pas, 3h du mat, je me rappelle, j'étais à Strasbourg la nuit, j'avais mal au genou, j'arrive à Paris, je passe ma journée, j'étais en stage à l'époque, et le lendemain, 3h du mat, blocage, le dos, je peux plus me lever. Et en fait, 6h du mat, je suis à l'hosto, 3 jours d'examen, toujours on trouve pas ce que j'ai. Et en fait, j'ai une maladie génétique qui s'est déclarée, avec une spondylarthrite rhumatoïde, c'est le genre des noms qui te rassurent aussi, avec mon père qui est médecin, qui est inquiet, parce que quand t'as des gens dans le milieu de la santé qui savent pas ce qui se passe, bah ça rassure pas, des tests dans tous les sens, un peu à labo et à l'hôpital aussi, les gens qui viennent voir mon cas parce que c'est original. Bref, et donc pour vous la faire courte, hein, ça c'est une maladie où c'est comme si t'avais c'est comme si comment ça s'appelle quand tu te tords la cheville, c'est comme si tu avais une entorse à toutes les articulations en même temps. Et donc moi j'ai mon corps qui est coincé, et je reste allongé pendant 2 jours, je peux vraiment plus bouger. Donc là le temps est long, c'était pas les 48 heures les plus courtes de ma vie. Et en fait, la façon chimique dont ça se passe, c'est que pour gérer les articulations, tu as du liquide synovial qui permet, c'est l'huile un peu des rouages du corps. Et mon corps croit qu'il en a jamais assez, donc j'en produis de partout, quoi. Je suis en train de gonfler. Et bref, diagnostic, machin, j'ai des ponctions, on en enlève et compagnie. Et puis j'ai mis 2 ans à m'en remettre avec traitement un peu ardos, 80 séances de kiné, les béquilles pendant très longtemps, des médicaments pour les effets secondaires des médicaments et des médicaments pour machin, etc. J'ai mon pilulier de petit vieux. Et puis voilà, plein de trucs sur donc j'ai mes sœurs qui me trouvent des bouquins qui parlent de l'alimentation, du truc et tout, et donc je pense que ça m'a beaucoup aussi appris à relativiser, et l'hôpital qui m'adore parce que je garde le sourire et qui sont étonnés que je sois content qu'ils arrivent, et je fais vous avez pas beaucoup de temps pour vous occuper de moi, j'espère qu'on va passer le peu de temps qu'on passe ensemble seront des bons moments, et donc je garde ma philosophie très positive, ça c'était très ancré je pense, mais voilà, traitement lourd, et apprendre à s'écouter, et donc s'écouter, la meilleure manière de s'écouter c'est quand même de partager, et donc je me sépare de ma copine à l'époque, machin, tout fout le camp quoi, et donc ça je pense que ça a été un gros déclic de savoir dormir, penser à s'hydrater beaucoup, des trucs basiques qu'on dit en période de canicule, mais en fait c'est vrai tous les jours de l'année. Et puis partager quoi, mais partager vraiment. Et donc tout au long de ma vie, on m'a suggéré de faire des thérapies, j'en ai jamais fait, ou j'en fais tout le temps à ma manière, mais pas avec des spécialistes en tout cas. Et du coup voilà, s'aligner, être vrai, pas cacher les choses, etc. Pour moi, il y a eu un certain nombre d'éléments avant-gardistes, etc., où il y a quelques personnes avec qui j'ai réussi à avoir des retours très sincères
et pas engueulant, parce que je suis pas très branché colère. Ça, c'est un gros sujet chez moi, mais j'ai un papa qui était assez colérique, et du coup, c'est un sentiment ou une expression que j'ai complètement enlevé de mon fonctionnement, ce qui perturbe pas mal de monde. Mais je pense que j'ai un blocage dans mon esprit. J'arrive pas à être en colère. Ça veut pas dire que j'arrive pas à exprimer des désaccords. Mais du coup, voilà, l'injonction par la colère marche pas trop bien. Mais voilà, je pense que s'il y a un moment fort où j'ai eu le temps de réfléchir à moi, à ma relation aux autres, au type de relation aux autres, à ce que les autres pouvaient m'apporter d'un point de vue égoïste dans le bon sens du terme, bah, c'était quand même pas mal à cette période-là. Et du coup, j'ai noué après des relations sentimentales différentes. J'ai fait évoluer un certain nombre de relations avec mes potes. Et puis, je me suis pas mal réconcilié avec ma famille, parce qu'évidemment, quand les résultats scolaires sont pas top, que t'es tout le temps par Mons et par Vaux, qu'en plus t'as des problèmes de santé, en fait, les sujets de communication sont pas forcément géniaux avec les proches, qui sont en fait ceux qui comptent et qu'il faudrait écouter. Mais voilà, tout ça aussi, ça a été un apprentissage. Et donc, ouais, je pense que ça, enfin, comme d'habitude, hein, c'est une souffrance ou un échec de mon corps face à ce que je lui faisais subir. Mais ça a été hyper apprenant et positif sur la relation familiale, enfin sur toutes mes relations en fait, et peut-être même ma relation au travail, parce que pour moi, l'engagement c'est mon travail d'une manière ou d'une autre, et du coup, de pousser le bouchon trop loin, bah c'était une relation déséquilibrée et dangereuse pour moi, quoi. Tant qu'on est sur toi, tu disais tout à l'heure, je suis quelqu'un d'assez féminin, j'ai grandi qu'avec des femmes. En quoi est-ce que cette partie féminine que tu portes, déjà comment elle s'incarne au quotidien, et en quoi est-ce que ça t'aide dans ton engagement En fait, je veux pas faire de la polémique ou de risque de polémique, mais c'est grâce à Solène Thomas, que je crois que vous avez interviewé. Elle voulait faire parler des hommes sur la féminité quand elle a organisé son grand festoche au Zénith pour mettre des profils de femmes en avant. Et donc on s'est retrouvés, je faisais partie des 3-4 personnes qu'elle a voulu faire parler de féminité ensemble. Et j'ai trouvé. Et puis voilà, il y a plein d'éléments dans sa façon d'exprimer le sujet sur la symbolique entre la femme, c'est le symbole du cercle, l'homme, c'est la flèche, c'est le dominant, le conquérant et le collectif. Que biologiquement, la femme, elle porte l'enfant, donc de toute manière, un jour, elle doit se préoccuper de quelqu'un qui dépasse son individu. Et donc, c'est plein de petits éléments comme ça où, par rapport à ce que je vous ai raconté depuis tout à l'heure, moi, je me sens pas femme, mais je sens que tout ça a sûrement eu plein d'implications sur ma façon de voir les autres, dans ma relation au monde, et dans mon attention pour les uns et les autres, et peut-être aussi dans je sais pas, mon calme ou ma façon d'aller chercher à la fois de compter que sur moi-même et d'aller chercher des ressources ailleurs, quoi. Voilà, je mets un peu tout ça derrière ça, j'ai pas théorisé le truc mais quand c'était Duc, je sais pas si vous l'avez déjà interviewé, Duc Huadong, là, un des mecs qui a monté une des premières entreprises libérées, je vois la BD là-bas, et qui était intervenu en racontant ça là, et je me suis dit mais ouais, en fait, on a tous une part de masculin et de féminin en nous. Je pense que c'est pas une théorie des genres que de dire ça, et ensuite de se dire il y a des trucs naturels, moins naturels, et donc je me suis senti assez touché par cette intervention là, quoi. Dans le ressenti aussi. Ok. En off, je te demandais pourquoi le zèbre de Bleu Blanc Zèbre. Ouais. Et tu as commencé à répondre, après on s'est dit non, on garde ça pour le live. Ouais. En fait, le zèbre, notre fondateur, c'est Alexandre Jardin, c'est un écrivain, réalisateur, artiste en tout genre. Et donc il a réalisé un film qui s'appelle Le Zèbre, il a écrit un bouquin qui s'appelle Le Zèbre dans les années 90. Et donc pourquoi Bleu Blanc Zèbre, il y a cette appétence pour l'animal, mais nous, la façon dont on le dit depuis la création, ça je l'ai vu avant d'arriver, c'est que le zèbre c'est un animal indomptable,
Donc les zèbres, chez nous, c'est les gens qui portent des actions qui changent le monde à leur échelle. C'est les membres. Que chaque zèbre est unique. Il n'y en a pas deux qui ont les mêmes rayures. Que le zèbre vit en meute. Donc on aime bien les aventures collectives. Et la dernière et la plus rigolote, c'est que les zébrures du zèbre le protègent de la piqûre de la mouche tsetse. Et donc que les zèbres ne se laissent pas endormir par les politiques. Excellent. Est-ce qu'il y a, justement, tu as fait référence à quelques bouquins, mais est-ce qu'il y a des ouvrages qui, toi, t'ont porté ou t'ont marqué, que tu conseilles à ceux qui t'écoutent de lire? Alors, moi, je suis pas un lecteur. Et je m'en mords un peu les doigts, même si je progresse petit à petit. Mais donc, j'ai une culture très faible en termes de littérature. Ça n'empêche que je suis très fan de BD. Moi, en lien, premier qui me vient, en lien avec ce que je dis, c'est une bande dessinée qui s'appelle Les Ignorants. Je sais pas si vous la connaissez, Étienne Davodo. Lisez tout Étienne Davodo en BD. C'est des romans graphiques qui racontent des histoires de vie qu'il a passées auprès de gens. Et Les Ignorants, c'est lui qui passe un peu plus d'une saison chez un vigneron. Et en fait, chacun ignore tout du métier et de la vie de l'autre. Et donc, lui, il vient raconter dans sa BD tous les métiers de la vigne au fil de l'eau que le vigneron lui apprend. Et tous les pinards qu'ils ont dégustés au passage, tout ça est bien listé dans le bouquin. Et inversement, il lui apprend le métier d'écrivain de BD et de dessinateur. Et donc, il l'emmène dans des salons, etc. Et en fait, pour moi, c'est vraiment une vertu de... ils ont fait bosser... Ça incarne ce que je raconte depuis tout à l'heure, j'ai pas fait exprès du tout, mais c'est deux gens qui n'avaient rien à voir ensemble, qui ont monté un super projet et c'était le premier grand succès qui a été vendu à je sais pas combien de milliers d'exemplaires d'Étienne Davodo et qui a permis de découvrir énormément d'autres choses qu'il a fait ensuite. Et c'est peut-être pas le genre d'ouvrage dont on parle d'habitude chez vous, mais en tout cas, voilà, c'est le premier qui me vient. On n'a pas de lignée, on ne défend aucune ligne éditoriale particulière. Ça ne m'étonne pas du tout. Et peut-être si je dois vous en sortir un deuxième qui me vient en tête très rapidement. Je dirais... Non, le premier qui me vient, c'est une autre bande dessinée. C'est sur l'histoire de la Ve République, qui a été par un des mecs de Mediapart, je crois, qui est sorti il y a un an et demi. Ça s'appelle l'histoire de la Ve République. Et c'est hyper, je trouve, intéressant et révélateur par rapport à la perception de ce qui se passe aujourd'hui là dans la société. Où en fait, c'est beaucoup sur De Gaulle, mais ça traverse les différentes présidences. Et ça montre comment ont été ancrés un certain nombre de garde-fous pour protéger la République. Et qui sont pour un certain nombre d'entre eux utilisés en ce moment, mais je trouve que c'est hyper intéressant de mettre un peu de perspective historique derrière ça, et c'est vachement didactique et bien raconté. De comprendre pourquoi on vit ce comment qu'on ça vit, s'est mis en place, machin, l'histoire du suffrage direct, l'histoire dans une atmosphère de guerre d'Algérie, machin. Enfin, il y a plein de trucs qui sont hyper intéressants à remettre en perspective. Si on te donne une baguette magique, Julien, tu fais quoi avec ? Ça, c'est un petit brise-glace classique qu'on utilise en début de réunion. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est un de mes fondateurs que je reprends, mais je remplace le principe de précaution par le principe de confiance. Et donc, ça aiderait les gens à s'ouvrir un petit peu plus les uns aux autres. J'adore. Est-ce qu'il y a un sujet... Est-ce qu'il y a un sujet, Julien, qu'on n'a pas abordé et qui est important pour toi dans la lignée de tout ce qu'on vient de se dire, de partager ? Bon, il y a plein de sujets en filigrane, mais moi je pense que l'un des combats rapides à venir, c'est la réconciliation des villes et des campagnes. C'est un des trucs sur lesquels je fais ce que je peux là depuis un certain nombre de temps là, et je crois beaucoup en la co-inspiration, et je pense que la clé de la coopération, elle va se situer là-dessus, quoi.
parce que tous les trucs primaires, ils sont jamais très loin de chez nous. Et pourtant, tout est bien fait pour qu'ils soient les plus éloignés possibles et que voilà, faut investir dans nos réseaux de transport en mobilité douce. Il faut permettre aux jeunes qui vivent à la ville de faire des petits stages à la campagne à 10 bornes de chez eux. Il faut permettre aux jeunes qui grandissent à la campagne de faire des stages à la ville qui est près de chez eux. Et que voilà, c'est la réconciliation des villes et des campagnes. J'écris des petits trucs là-dessus en ce moment, mais pour préparer le monde de demain dont je parlais tout à l'heure là, en fait ça a déjà commencé et ça fait partie des trucs qu'on n'a pas évoqués. C'est pas grave, mais où j'encourage les uns et les autres à se poser des questions sur qu'est-ce qui nous relie. Pour l'anecdote, j'ai pas mal travaillé sur une initiative qui s'appelle Incite France, qui permet à des jeunes d'aller vivre dans des villages de moins de 1500 habitants dans la France profonde et habiter dedans pendant 6 à 9 mois. Et donc c'est un truc en plein boom, ça se développe un peu partout là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle aux grands et aux grandes chefs à plumes à Paris ou ailleurs, on a tous un petit village de cœur, et donc ça c'est ancré en fait dans l'ADN et dans l'histoire de chaque Français. Et donc on est tous connectés à des petits villages, même quand on est un sacré Parisien ou un sacré Lyonnais. Mais et du coup voilà, ça nous évoque des trucs différents, des voyages, du tourisme, notre histoire, nos grands-parents, un producteur, peu importe. Mais en fait, on est tous très connectés à la ruralité de proximité et voilà, je pense que ça nous aidera à imaginer les choses un peu différemment. Et toi, ton village de cœur alors? Alors moi, j'en ai 2. J'ai mon hameau de cœur, parce que c'est même pas un village. C'est là où je passais l'été avec mes grands-parents dans la Nièvre, à Malvaux, près de Cosne-sur-Loire. Et mon village devenu de cœur, c'est des amis qui travaillaient dans le luxe à Paris, où malheureusement le père d'une amie avait des problèmes de santé, et c'est là où elle avait grandi, à Césas, à 2 pas de la frontière entre le Gard et l'Hérault, côté gare. Et en fait, elle a passé un bac pro agricole en parallèle de son boulot chez Cartier, et elle a repris l'exploitation. Et donc pendant pas mal d'années, j'y allais tous les 3 mois, et ça m'a appris la vraie vie difficile, déconnectée, et la vraie richesse associée à refaire une clôture pour les vaches dans la journée. À la fin de la journée, on voit en vrai un sacré truc concret qu'on a réussi à faire collectivement. Et donc beaucoup de choses sur les embrouilles du quotidien entre voisins, l'héritage politique du territoire, l'héritage politique ou sociologique d'un élevage sur un territoire avec le voisinage. Et ça, moi, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit sur le sujet que je voulais mettre en avant juste avant, justement. La réalité, elle est pas facile, et la coopération, elle manque aussi, même quand on n'est pas nombreux. Génial, là, tu pars pour un tour du monde. C'est quoi la quête qui est derrière? Ouais, je pars en voyage dans 3 semaines, là. C'est toujours une quête de curiosité, d'inconnu, de rencontre et de mieux cerner les choses. Je pense que y a ça. C'est pas une quête déjà, hein. C'est un projet de voyage avec ma compagne. Il y a plein de quêtes sous-jacentes, mais c'est avant tout de prendre du temps pour soi. Je disais tout à l'heure, faut s'écouter de temps en temps. C'était son projet à elle, que je me suis aussi approprié au fil de l'eau, et quand j'en ai parlé à quelques partenaires, parce que c'était pas trop mon projet de carrière, pour contribuer à changer le monde petit à petit, toujours, et en fait ça s'est transformé progressivement, et donc je me suis dit ouais, on peut toujours rationaliser les trucs, même en amont. Mais voilà, moi j'ai pas d'expérience ou de regard géopolitique international fort, et je me dis d'écouter les gens, terroir, terrain, un peu partout dans le monde, ça va m'aider à comprendre plein de choses, et ça n'en fera pas le tour, bien entendu, hein, c'est trop riche. Je pense que pour notre couple, c'est hyper intéressant de se retrouver face à nous-mêmes. On va vivre plein de trucs géniaux, plein de galères. Et donc ça forge aussi, ça va être génial, que de se retrouver aussi
déconnecter de tous mes engagements du quotidien, ça va être difficile. Et ça a commencé. Et donc, c'est hyper intéressant parce que là, je vais me retrouver face à un autre moi. Et je sais pas ce que ça va donner. Mais c'est peut-être une quête, justement, d'inconnu, de nouveauté. Et puis, peut-être le dernier élément, c'est aussi une quête de connaissance, de compréhension. C'est que moi, on a beaucoup besoin de récits, de kiff et tout, parce que j'en parle de temps en temps, mais la solastalgie, la déprime générale, on est tous foutus. En fait, il faut se permettre de vivre des trucs, parce que pour avoir envie de vivre avec les autres, il faut avoir envie de vivre tout court. Hein. Et donc, de réussir à bien réfléchir à ça, c'est prendre le temps. Je pense que ce voyage, il va me permettre un peu ça aussi. Et du coup, ensuite, de le partager, de le diffuser. Petite anecdote, ça m'a donné une idée sur la réforme des retraites. J'en profite. mais moi, je kifferais qu'en fonction de la pénibilité du travail, quand on a un travail super pénible, tous les 5 ans, on a 3 mois de retraite payée pour partir. On kiffe comme ça. Et puis, quand on a un travail pas trop pénible ou qu'on a les moyens, on a peut-être ça que tous les 10-15 ans. Mais en fait, ça fait chier d'attendre d'être en mauvaise santé, tout seul, isolé. Et on resterait en meilleure santé, plus productif, plus longtemps. On peut même avoir une approche très économique. Bon, j'en ai parlé aux bons endroits, mais ça prendra son temps. La graine est semée. Chouette, on voulait remercier Géraldine, qui nous a mis en relation, qui est une formidable bâtisseuse d'écosystèmes, impresario du bonheur, tisseuse de liens. Et la remercier pour cette rencontre avec toi. C'est Jean d'Ormesson qui avait dit la clé du bonheur, c'est les autres. Et tu l'incarnes. Tu l'incarnes dans ton être et dans ton engagement. On a eu ce plaisir de partager un peu plus d'1 heure et demie avec toi. On a rencontré un homme heureux, optimiste et toujours avec le sourire. Et moi, je regrette qu'on n'ait pas une caméra pour te filmer parce que tu as le sourire de la banane tout le temps. Une personne accueillante, passionnée par les autres, calme, ouverte, curieuse. Alors je vous souhaite à tous, chers auditeurs, de faire cette rencontre et rencontrer Julien le bienveilleur. Merci Julien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt.